Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour à tous, à vous qui nous écoutez au loin et à vous qui êtes aujourd'hui à Bobino. Notre semaine anniversaire se poursuit, avec elle le retour des meilleurs moments et la présence des plus grands témoins. Voici vos grosses têtes. Les trompettes de la renommée n'ont rien à attendre de ce mal embouché. Jean-Jacques Perroni. Depuis que nous fréquentons son théâtre, nous savons que l'esprit peut souffler entre deux sex shops. Jacques Maillot. Un jour, Karl Zéro nous l'a laissé pour aller faire ses courses et il ne nous l'a, Dieu merci, jamais repris. Éric Logérias. La Madone des trains de jour nous a ouvert sa cuisine, son cœur et sa libido. Macha Merrill. Éternel gamin et vieux célibataire, miraculeusement préservé de la vie de couple par sa rapidité à prendre la fuite, Vincent Perrault. L'un des rares grands notables du théâtre à ne pas se prendre au sérieux, Francis Perrin. À la télé et à la radio, il a tout inventé avant Thierry Ardisson, Pierre Bellemare. Il nous apporte sa gentillesse pour les vivants, sa compassion pour les morts et la plus belle collection de souvenirs jamais mis en vente dans les librairies, Jean-Claude Brialy. Sa voix gouailleuse est aujourd'hui aussi connue que l'indicatif des grosses têtes, Jacques Balutin. À RTL et dans les rues chaudes, on l'appelle comme Michel Simon, ce qui n'est pas un mince compliment, Monsieur Michel, Michel Galabru. Quelle belle chambrée, et comme je suis à la fois fier et ému de vous recevoir tous ensemble. Et moi je sens le gaz, on parle pas de moi alors. Non mais c'est dingue cette histoire. Vous savez, les grosses têtes sont devenues au fil des années, et je peux dire des décennies, extrêmement nombreuses. C'est une famille pléthorique et je m'en réjouis. Il y a eu plusieurs vagues d'hommages, plusieurs vagues de souvenirs, et vous participez aujourd'hui aux deux qui vont clore cette semaine anniversaire que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Vous avez un peu recensé? On est quoi, une centaine? Ah, plus que ça. Il y a eu 800 grosses têtes au fil des années. On en a éjecté un bon nombre, quand même. Vous vous rendez compte, s'ils avaient signé pour Pasqua, ils seraient candidats aujourd'hui. Alors ça nous projette non plus dans le passé, on y reviendra tout à l'heure, mais dans l'actualité la plus chaude, avec cette bonne nouvelle au terme d'un des épisodes les plus dramatiques de l'année, le suicide, vous savez, lors de l'interrogatoire. Tout est OK. OK des Orfèvres, hein. Il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de faute. Tout s'est bien passé quoi. Il y a une faute, mais elle est imputable au store, et comme le store n'appartient pas à la fonction publique, il avait été un peu rapide, monsieur Vaillant, hein. Un petit peu rapide, oui. Ah, enfin, oui. le nombre de fois où on est tous passés à travers des Vélux et qu'on ne s'est pas tué. Non mais moi je m'inquiète, j'en fais installer chez moi en Bretagne, je voudrais pas passer au travers. Hein. C'est bien quand il n'y a pas de responsable. D'ailleurs, dans le Canard enchaîné, monsieur Vaillant, qui porte bien son nom, en a profité pour faire une nouvelle déclaration. Il a dit « J'apprends qu'il y a des armes en banlieue et je pose la question sans hésiter. Y a-t-il aussi des munitions ?»
Alors, il y a 17 candidats. Alors, ça va poser des problèmes pour l'affichage, d'abord. Vous vous rendez compte, tous les panneaux qu'il va falloir mettre devant les bureaux de vote. Et les écoles? On va plus trouver l'école derrière les panneaux. Et le dépouillement. Vous imaginez ce que va être le dépouillement? Il y a déjà beaucoup de Français qui sont dépouillés, déjà. On va pas continuer après les élections. Dépouillés, pas tous. Hein. On a découvert, grâce à Monsieur Delanoë, qui fait très bien son travail, que les grosses légumes mangeaient beaucoup de petits légumes. Hein. Ah oui, vous voulez parler Vous avez vu l'appétit de Chirac? 1000 francs de carottes et de navets par jour. Ouais. Hein. Et ça le rend fou, Delanoë, que ça doit le rendre fou furieux. Surtout qu'il y avait le tabac qui était sur la note aussi. Ah, il y a aussi. Ouais. Ah, puis alors, il y a la note du foie gras. Alors ça, quand même. Hein. C'était combien le foie gras? Le foie gras, c'était 5000. Ouais, c'est bon, ça. 5000 le kilo. À la main, il y a quelqu'un, un plaisantin, qui a rajouté un nain. Ce qui fait que le foie gras passe à 15 000. 15 000. C'est cher. C'est dommage que Jean-Pierre Coff n'ait pas été chargé de mission à la mairie de Paris, parce que il les aurait fait manger pour 15 € par jour. Ah hein. oui, mais il n'est pas là, Jean-Pierre, aujourd'hui. Il est à Dunkerque. J'ai vu qu'il y avait une fuite de gaz. Je voudrais vous poser tout de suite la première citation afin de vous montrer que nous ne nous détournons pas de nos meilleures sources culturelles. bonnes habitudes. Qui a dit: la campagne est un endroit humide, avec des tas de volailles pas cuites qui volent de tous les côtés. Alphonse Allais? Non. Alors, pour une fois, l'esprit souffle de plus loin. Woody Allen? Alors, c'est un Américain. Groucho Marx? Américain matiné d'ailleurs, je crois, un peu d'Irlandais. W.C. Fields? Non. Mark Twain? Mark Twain. Excellente réponse de Michel Galabru. Ah, monsieur Michel, C'est sa génération. heureusement que vous êtes là pour relever le niveau culturel. Hein. C'est la Tsarine qui a dit ça. C'est la Tsarine. C'est la Tsarine. C'est vraiment le quart d'heure langue de pute, là. Non mais elle dit ça parce que comme elle est à 15 mètres de Michel, elle est sûre de pas prendre une baffe. Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez voter, monsieur Michel? Non. Ah bon, pourquoi? Par négligence, je n'ai pas, mais je suis pas inscrit, je crois. Vous n'avez qu'à arriver dans un bureau de vote et les urnes s'ouvriront devant vous, hein? Oh, si peu de choses se sont ouvertes devant moi. Négligence, ça n'a plus d'objet aujourd'hui, puisque je viens de vous rappeler que dans quelques jours, il faudra, et par 2 fois d'abord et par 2 fois ensuite, faire votre devoir civique. Et c'est un devoir, monsieur Michel. Oui, c'est un devoir, mais bon, la démocratie est le moins mauvais régime possible, certes, mais les gens votent sans savoir pour qui. Déjà en famille, on ne se connaît pas. Comment connaître les candidats? Après, on apprend que celui-ci est bien examen, que celui-là est parti avec la caisse, que celui-là... Par conséquent, ce sont des gens pour qui on avait déjà voté. Oui. Donc, on s'est trompé. Oui, On oui. ne les connaît pas assez. Ah il y a des petits nouveaux, si vous voulez, hein? Oui, et puis en plus, j'ai toujours pensé qu'il fallait une connaissance en économie politique. Même M. Mitterrand n'en avait pas, puisque je crois qu'il a pris des leçons quand il a été nommé. On a fait des erreurs pendant très longtemps. Il y a eu des grands intellectuels qui étaient maoïstes. 68. Qu'est devenu 68? On n'en sait rien. Ils ont sorti beaucoup de conneries. Que de souvenirs, hein? Que de souvenirs. Moi je verrais bien Michel Galabru partir passer un week-end de connaissances, comme il dit, avec Christine Boutin. Ils seraient beaux tous les deux. Ouais. Ou avec Arlette, peut-être Arlette. Non, mais je comprends que le devoir civique après le devoir conjugal, ça fasse beaucoup, hein, pour un week-end. Je partirais bien avec Il y a un Elisabeth. âge où ça se calme. Ah bon?
Vous disiez que c'était un devoir. Moi, j'ai toujours eu 0 à mes devoirs. Alors, si je fais mon devoir civique, je vais voter 0, donc je vais voter Bérou. Oh, Que c'est pas- c'est méchant. Oui, c'est méchant. Écoutez, Bérou, il remonte. Il remonte. Faut dire qu'ils viennent tellement bas que... Il remonte. Il C'est remonte. le coup de la piscine, hein, quand vous arrivez en bas, un coup de pied par terre et hop, vous remontez. À propos de la piscine, on sait maintenant comment les futurs lofters vont vivre devant nous pendant près de 2 mois. Il y aura en plus de la piscine une baignoire à jacuzzi. Un petit jacuzzi. Pour deux. Ah, mais il va y avoir des jets alors. Il y a une salle à vivre qui est... C'est quoi une salle à Pourquoi ils ont changé le décor du premier loft? Ah bah oui, bien sûr, il bon. fallait tirer les enseignements du premier. Mais c'est Loana qui a été- Les canapés sont toujours aussi affreux. La cuisine est pas mal, la cuisine. Ils ont repris celle de Jospin, non? Oui, elle est aussi propre que celle de Jospin. tant Et il y mieux. a un stylo qui est sur l'évier, donc... Oui, Ça va leur servir. Les stylos ne peuvent leur servir qu'à faire la cuisine puisqu'ils savent pas écrire de toute façon. Alors, naturellement, on s'est posé le problème de savoir comment ces jeunes gens qui étaient coupés du monde pourraient eux aussi voter. Eh oui. Voilà. Alors, ils voteront par correspondance, la loi l'a prévu, mais il faut aussi qu'ils soient mis au courant du débat politique avant d'aller voter. Alors, ils auront le droit de regarder certains débats dans le loft. Ouais. Ils auront le droit de parler politique entre eux, mais ça sera pas- ça ne sera pas diffusé. C'est dommage, parce que quand ils doivent parler politique, on va Ça se doit être marrer. quelque chose, là, ouais. Ça doit être intéressant. Ça doit voler haut. Ils sont combien? Je regarde le nombre de mes amis lits. sont là. 5 garçons, 5 filles. Ah bon, ils sont un nombre pair. Ah, c'est très conventionnel. C'est idiot. Non, parce Ils que sont 17. les différents sexes seront représentés. Enfin, les deux principaux en tout cas. Plus quelques sexes intermédiaires. On sait déjà qui c'est qui va tondre le gazon autour de la piscine. Un peu de sexe. Alors, excusez-moi Philippe, hein, mais dès que nous on en parle un tout petit peu, vous faites un peu la Vierge effarouchée, puis là brutalement vous nous dites un peu de sexe. C'est un sexe ancien, mais toujours vigoureux. Ah, nous c'est un sexe à Michel, on parle Michel de toi. Galabru. Non. C'est celui d'Olivier de Kersauzon qu'on interroge sur sa familiarité avec les poupées gonflables. Ça existe, les poupées gonflables pour navigateur? Évidemment. Qu'est-ce que vous avez acheté, vous, comme Un modèle? bombard, ça s'appelle. Qu'est-ce que vous avez acheté comme modèle? Les modèles anglais, allemands, Quelle suédois. différence il y a entre l'anglais et L'accent. l'allemand? Mais vous achetez, c'est tout gonflé ou bien il y a une petite pompe et puis vous faites ça quand vous êtes chez vous? Elle se gonfle automatiquement, c'est comme un canot de survie. C'est une sorte de truc. C'est-à-dire qu'à la commande de l'équipage, C'est vous sous tirez le siège, sous ouais, le je siège, tire oui. une languette. C'est une femme de survie. Ouais, femme de survie. Oh, mais c'est pas très hygiénique d'en avoir une pour plusieurs. Ouais, mais c'est économique. C'est pas plus hygiénique qu'une femme. Puis on les fait rechaper, parce qu'une bonne femme ne pouvait pas la rechaper. hein. Mais les seins sont normaux. Non, non, il n'y a rien de normal, tout est plastique. C'est quand t'as des fuites alors. Oh bah zut. Tu devrais essayer pour te reproduire, Sim. Peut-être que ça arrangerait ton cas. Faudrait que je sois gonflé. Et il y en a qui sont sonorisés? Des japonaises. Qu'est-ce qu'elles disent? Alors on recommence. Il y a des françaises, mais c'est une tirette. Appelle-moi chérie. Appelle-moi chérie. Est-ce qu'on vous ne trouvez pas injuste qu'on ne vende pas des baigneurs gonflables, Macha? Ça existe, bien Ça sûr, depuis existe très longtemps. Des gentils petits godemichets, par exemple, comment vous appelez ça? Ah Ce sont des oui, choses qui enfin existent. évidemment. Alors là, je l'appelle la Rolls maintenant parce que dans la boutique voisine du théâtre, excellemment dirigée par notre ami Jacques Maillot, il y a une boutique où on fait le, comment dirais-je, oui, le godemichet turc. Avec un trou au milieu. Non, il a des moustaches. Non, il faut s'asseoir dessus. Non, parce On que le fume, il comme un vibre narguilé. et il tourne en même Ah oui. temps. C'est comme un bidet, quoi. Oui. Et dès que les dames l'utilisent, elles disent « j'ai mon Mustapha Kemal C'est joli et c'est poétique. Et de surcroît, il est équipé d'une ventouse, ce qui permet de le relier à une surface plane. Ah oui. Il existe en 3 coloris, blanc, chair ou mulatto.
Mulatto. Je pense que c'est un peu foncé. Un brun. Ah oui, bah c'est normal quand on veut être... Oh, Alors, il en existe. Monsieur Perrault. C'est drôle que le plus jeune soit aussi le plus cochon. Oui, c'est incroyable. Hein? Et il en existe des chauffants également. Ah bon? Oui, avec des petites résistances de Mais manière à comment ce que tu ce sais soit... tout ça? Parce qu'elle en a. Oh, parce que c'est... Disons, c'est un maintenant, coup à c'est- prendre un court-circuit, ça. Au musée de la police, il y a une bicyclette. Il y a une bicyclette et quand on pédale, Absolument. il y a le truc qui rentre dans le machin. Ah oui, puis il y a... On peut augmenter le rythme. Ça s'appelle le trou de France. Arrêtez, il y a Balutin qui est tout rouge, là, on vient de découvrir sa vie privée. Parce que là, ce coup, ça bouffe des horizons, mais j'en savais pas qu'il existait. Et vous, Ah, je connaissais pas le vélo. et vous savez qu'il y a une machine à coudre aussi. Qui existe, la machine à coudre, vous savez, quand c'était À pédale. à pied comme ça, et il y avait un conducteur qui était mis, elle faisait pas des petits mouchoirs, elle faisait des draps, il paraît. Ça durait plus longtemps. Ah oui. Et et ça rentrait, voilà, ça rentrait. Quand c'était- maman pique, papa boue. Papa boue. Ah, dites donc. Ah oui, oui, ça j'ai vu, ça, ouais, c'est assez impressionnant. Alors, vous avez aussi musical maintenant. Ah bon? Oui. Vous choisissez votre rythme. Bourré ratata. Ou si vous aimez le lyrique, l'ouverture du trou vert. Ah ouais. Et est-ce qu'avec ce genre On de peut même choses... faire la flûte enchantée. Oui. Là-tu vu la quéquette du père Bugeaud? Et puis alors, le clou, ça vient d'arriver des États-Unis, puisque encore une fois, bon, la doit faire lumière un match vient de de là-bas, comme d'habitude. Un fessier de femme reconstitué, c'est le fessier de Julie Ashton, qui est la pornostar américaine bien connue. Elle touche des droits chaque fois que... Ah bah ouais. Elle touche des droits et le client peut toucher une peau qui est exactement la réplique de la peau humaine. Et on met ça dans son attaché-caisse. Tout ça, c'est vendu à pas loin de chez moi, alors. À côté de chez vous, je pense que vous avez les mêmes clients. Non, Écoutez, mais attends, je vais faire une liste si vous voulez me commander des choses. Non, mais je crois que machin, les catalogues. Tu mets une paire de fesses de côté. Une paire de fesses pour Francis. Et moi, un vélo pour moi. Attends, Philippe est un peu faux cul parce qu'on est quand même à Bobino et en face de Bobino, il y a un sex shop qui a le même matériel. C'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup. Vous êtes équipés, là. Hein. Mais ils sont quand même plus discrets qu'avant. Ah oui, c'est-à-dire que vers chez moi, ils sont plus pointus. Si je peux dire. Qui disait de l'Australie? C'est comme le sexe des vieux. On sait que c'est quelque part en bas, mais ça n'intéresse personne. Des proches. Non, c'est pas un de nos humoristes habituels. Un Il est Français. français quand même. Non, il n'est pas français. Peter Ustinov. Non. Alors d'abord, il est mort. Il avait, c'est vrai, la même nationalité que Bernard celle Shaw. dont se réclame Ustinov aujourd'hui. Oui. Georges Bernachot, non? Non, parce que c'était pas un humoriste professionnel, mais c'est quelqu'un dont on sait aujourd'hui. Churchill. Oui, c'est Ah, bah oui, c'est il a dit Winston Churchill. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Monsieur Logérias, vous êtes toujours expert en dialecte africain. Toujours. Oui. Toujours, je Vous gagne savez, ma vie comme ça, d'ailleurs. il y a une syntaxe africaine, une grammaire africaine, qui n'ont rien à voir avec nos grammaires à nous. Et je voudrais d'ailleurs, à ce propos, vous faire réentendre une leçon de congolais donnée par le professeur Jean-Yann. Mais alors, on dit une constitution, des constitutions, constitution. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Alors on dit hier soir j'ai mangé des petits pois avec maman avait fait des pommes de terre, frites, hein, et quand elle a mis les assiettes, on n'en sort plus. Bah, c'est intéressant de connaître un peu la façon Céréales dont on congolais, parle. évidemment que c'est intéressant. C'est utile, quoi. Vous n'allez pas promouvoir votre film au Congo? Peut-être bien, pourquoi pas. Ça vaut Nantes ou Pézenas, Ah hein? oui, non mais moi je veux bien aller au Congo. C'est plein de types très gentils là-bas. Plein d'habitants qui peuvent aller dans des cinémas voir des films. Eh ouais. Dans les rues, les villes. Qui arrivent dans des voitures, et puis qui s'asseyent sur des sièges, et puis qui regardent des écrans. Il a tout compris et très vite. Hein. Ouais. Mais c'est une gymnastique, hein. Ndiélé. Ça veut dire Ça veut dire c'est plusieurs fois vrai. Ah oui. Ouais. Ndiélé.
En plus, ça va très vite à dire. Hein. Ah oui. Oui, oui. Ça va plus vite qu'en français, c'est pour ça. Non, on pourrait pas. Jean-Yann l'a magnifiquement démontré, c'est trop difficile en français. La noix d'honneur du Canard enchaîné a été décernée cette semaine à la pop star, vous savez, Britney Spears. Ouais, on lui a demandé ce qu'elle pensait de la peine de mort. Elle a dit honnêtement, quelqu'un qui a commis des atrocités mérite une punition à la hauteur de ses actes. Il retiendra ainsi la leçon pour la fois suivante. C'est des plus belles. Elle est magnifique, oui. Ça, c'est très très beau. Et qu'est-ce qu'elle entend éventuellement quand il s'agit d'un viol, d'une punition à la hauteur des actes? Je sais pas, mais sa taille. C'est vrai que l'homme auquel on coupe la tête, il n'est pas tenté de recommencer ses péchés. Celui à qui on coupe autre chose aussi. Hein. Et puis alors, on demandait au général Musharraf, un général pakistanais, c'est même le chef de l'État pakistanais. Pakistanais, mais presque. On lui demandait, avez-vous des nouvelles de Ben Laden? Il a répondu, il pourrait être vivant ou mort, mais si vous me demandez mon avis, il est peut-être mort. Ah oui. Pour être radical de gauche, ce garçon. On devrait lui demander où est Yvan Colonna. J'ai là une lettre qui est destinée à Monsieur Perroni. C'est un couplet de rechange pour l'International. Faites voir ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Tâchez de le chanter juste. Oh, bah je connais ça. Pas gagné. C'est la cuite finale, buvons tous, car demain, c'est l'eau minérale qui remplacera le vin. C'est assez beau, mais c'est pas très juste. Hein. Non, mais je peux pas tout faire. Hein. Oui, oui. C'est boire ou chanter, je bois. Mais il fait pas son âge, hein, Perroni. 1664, je crois. Oh, bah, donne les étiquettes maintenant. Ah, c'est propre, ça c'est élégant, oui. Vous parliez de Victor Hugo. Il apparaît dans Charlie Hebdo, dans cette grande enquête qui s'intitule « Parle à mon QI, ma tête est malade ». Et il y a un test où on voit Spinoza, Victor Hugo, Karl Marx et Bernard-Henri Lévy. Et Ariel Dombal, elle est où? Non, la question c'est chercher l'intrus. Alors l'intrus c'est BHL. Et la justification, c'est le seul qui soit allé chez le coiffeur. C'est vrai que les autres sont merveilleusement pourvus, et lui s'est fait une coupe Kosovo, c'est-à-dire là-bas, ça doit être très Rajoutez aux court, carottes hein. dès que vous dites Kosovo. Kosovo aux carottes, c'est plus drôle. Parce que c'est pas loin de la Macédoine, ça fait rire, vous voyez. On est habillé culinaire, bah oui. C'est d'ailleurs sa grande époque à Bernard-Henri Lévy, puisque Renaud, qui fait le chanteur, hein, Oui, la voiture, C'est taillé les cheveux aussi. son retour avec un nouveau modèle, a consacré une chanson intitulée L'Entarté à Bernard-Henri Lévy. Ah oui, c'est vrai qu'il a pris beaucoup. Ça commence comme ça. L'idole de Saint-Germain-des-Prés, bien qu'il écrive avec ses pieds, a la prétention insensée de nous dire ce qu'il faut penser. Pas mal, hein? Il lui envoie pas dire, hein? Non, non. Pourquoi Diogène se masturbait-il en public? Parce qu'il vivait de façon dans son tonneau, donc il faisait tout Non, en mais public. attendez, c'était pas un exhibitionniste ordinaire, c'était un philosophe. Parce qu'on devait récolter sa semence ou un truc comme ça, non? C'était pour montrer qu'il était bien avait besoin vivant. de personne. Exactement, pour montrer qu'il se suffisait à lui-même. Heureusement que M. Perroni est là pour redresser, si je puis dire, la réponse. Ah bon, c'est ça. Il y a eu Diogène et Bardot qui n'a besoin de personne en Harley-Davidson. Voilà. Il faisait plein de choses, hein. Vous vous souvenez, M. Brialy, de Diogène? Ah oui, j'ai bien connu. Oui. Tous mes amis étaient là, Diogène, Jeanne Moreau. Diogène, M. Bellemare. Oui. Vous voulez que je parle de Diogène? Oui. Ah non. Il n'a pas besoin de vous, c'est vrai. Mais non, c'est pas ça. Mais il faut toujours avoir besoin d'un autre ou d'une autre. Ça au choix, ça bien sûr, chacun ses goûts. Mais non. La solitude comme ça, à ce point-là, la masturbation, c'est quand même très, très désagréable. Comment? C'est parce que tu n'as pas essayé en public, Pierre. Lui, il faisait ça dans un tonneau. Non, mais pas une déformation.
nouvelle. Nous sommes en pleine masturbation intellectuelle, et notamment quand on est au début des grandes campagnes présidentielles et ensuite législatives. On va faire ça 2 fois. Je trouve que c'est beaucoup, quoi. Bon, en fait, cette masturbation physique est devenue maintenant une masturbation cérébrale. Non. Mais c'est un petit peu généralisé, je trouve. Mais on peut dire que Diogène n'y allait pas de main morte. D'ailleurs, l'expression « je n'entends rien à la masturbation », c'est un pléonasme. De toute façon, il y a Diogène. Il y a tellement de main-d'œuvre qualifiée que. Hein, Oui, mais peut-être qu'il n'avait pas de sous pour se payer une petite main. Oh, chez les Grecs. Mais non, il vivait dans le dénuement le plus total. Et dans un tonneau. Et dans un tonneau. C'est ça le problème. Et puis C'est vrai que dans un tonneau, c'est pas facile de recevoir des copines. Hein. Non, genre si vous faites une levrette, c'est tout de suite les échardes et les genoux qui sentent le vin. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Non, mais enfin, tendre la main à quelqu'un, c'est un geste généreux. Il n'a jamais voulu cette main qu'une femme lui tendait pour lui saisir. Pardon. Une femme ou un homme. Il tendait peut-être pas grand-chose, d'ailleurs. Bon, il tendait pas que la main. Et ça a été le créateur de la Jet Society, d'ailleurs. Un peu. Heureusement qu'il avait sa lanterne pour la trouver le soir. C'est des proches qui disaient, ou Perret, je ne sais plus, que la tristesse de la masturbation, c'est que quand c'était fini, on n'avait personne à remercier. Oh, moi je me fais un baise-main après. Ah bon? Oh oui, je suis très courtois. Moi, j'appelle ma main, je lui donne un ticket de métro, je lui dis « rentre chez toi ». Moi, j'allume une cigarette et je me dis alors heureux. Et je me réponds oui, en général. Et il y a celui qui ouvre le frigo après et qui boit un Perrier en disant après l'amour, le champagne. Ah oui. Eh oui. Nous allons sortir du studio quelques instants parce que il vient de paraître le livre que tout le monde attendait, qui reprend une des nouvelles idées phares de notre époque, c'est le harcèlement moral au travail. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé, il fallait quand même écrire là-dessus. C'est un professeur qui s'en est chargé. Il est avocat au bureau de Paris, au barreau de Paris. Au bureau. Et pas au bureau. Il est spécialisé dans le droit du travail. Donc, c'était son secteur. Bonjour, maître. Bonjour. Pensez-vous qu'aux grosses têtes, où parfois il m'arrive de malmener un peu mes invités, je suis passible des sanctions qui frappent désormais le harcèlement au travail? En aucun cas. Je pense que la réputation, la notoriété de votre émission est telle qu'on sait pourquoi on y vient et on sait à peu près à quelle sauce on va y être accommodé. Donc je pense que les victimes sont consentantes. Oui, c'est vrai. Elles sont consentantes et elles doivent être un peu maso d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes depuis très longtemps. Maître, le harcèlement sexuel, on voit bien, enfin on voit mieux à quels critères ça peut répondre. Le harcèlement moral, c'est plus flou, parce que dès qu'un patron donne un ordre à un salarié, on entre dans le domaine du harcèlement, non? Non, aucunement. Il faut laisser au patron le pouvoir de patronner. Et le patron doit pouvoir diriger son entreprise, doit pouvoir sanctionner, réprimer, mais il faut que cela soit fait selon des formes qui ne soient pas répréhensibles. Le ton qu'on emploie est très important. Tout dépend du milieu dans lequel on évolue. Les choses ne seront pas appréciées de la même façon sur un chantier et dans un ministère, quoi. Le fait de tutoyer quelqu'un qui ne vous tutoie pas, c'est déjà une présomption? Oh non, je pense pas qu'on puisse dire. Non, je crois vraiment que si vous tutoyez effectivement quelqu'un qui est basané alors que vous êtes blanc, il peut y avoir une susceptibilité légitime. Mais après, l'ancien peut tutoyer le nouveau. Il n'y a pas de présomption de harcèlement. Je vais te tutoyer le minou, par exemple. Je vais te tutoyer le minou, le chat a le droit de porter plainte. Restons sérieux, parce que c'est un problème grave que des millions de salariés peuvent connaître. Est-ce que vous avez en tête, maître, un exemple très court de harcèlement sur les lieux de travail? L'exemple le plus commun, et il est très très court, c'est celui de ne plus rien donner à faire à quelqu'un. Mais si vous tombez sur un paresseux, il paraît que dans le secteur de l'audiovisuel, il y a beaucoup de gens qui ne perçoivent que leur salaire à la fin du mois. Oui. C'est un poste très recherché, maître, ça. Il paraît aussi que c'est mieux vécu que dans d'autres secteurs. Oui. Il y a des placards dorés, hein? Oui, il y a des placards dorés, mais on en parle plus qu'on en voit, parce que pour la personne qui est concernée et qui est dans le placard, soit elle a un jardin potager à entretenir et elle se porte bien, mais si elle n'a pas la chance d'avoir ce jardin potager, ça peut être très très difficile à vivre. Bien, maître, merci pour cette première pierre, un édifice qui va sans doute être un des plus importants du siècle. Merci.
Bernard, vous savez, Bernard, c'est le mari caché d'Arlette Laguillet. Il fait une déclaration. Il dit, et qu'est-ce qui va faire la vaisselle pendant la dictature du prolétariat? C'est Bibi. C'est vrai, oui, il s'appelle Bernard. Enfin, il l'appelle Bernard. Oui, mais ils ont tous des pseudonymes. À Lutte ouvrière. Oui. Donc Arlette, c'est pas son prénom. Non, c'est Marcel Chambier. Ah, c'est Marcel Chambier. Et là, alors, c'est une espèce d'exégèse du timing des principaux hommes politiques français après la tragédie de Nanterre. Jospin est arrivé à 4h35 du matin, Chirac à 6h45, Robert Hue à 11h, ma mère à 12h15. Est-ce qu'on peut confier la force de frappe nucléaire à des gens qui font la grasse matinée? Et Bérou, il cherche encore la route, lui. Bérou, il a eu un petit problème. Heureusement, ça s'est bien terminé. Il était en train de faire une réunion. Et il y avait au premier rang René Monory, qui est un de ses supporters et président du Conseil général de la Vienne. Il s'est trouvé mal. Oui. Et or, d'habitude, c'est Bérou qu'on trouve pas bien. Et ben là, c'est Monsieur Monory qui a eu un petit malaise. C'est normal, il avait lu le programme de Bérou, ça lui a foutu un coup. Bon, heureusement, ça va mieux, je vous rassure. Hein. Oui, je vous rassure. Non, il a eu un malaise quand il s'est rendu compte qu'il était seul dans la salle, au premier rang, face à Bérou. Il s'est dit, merde, il va me parler qu'à moi, il va falloir que je lui réponde. Non, ça c'était terrible. Insupportable. Michel Galabru, pardon, Monsieur Michel. Oui. Vous souvenez-vous de nous avoir donné, voilà, quelque temps, une leçon magistrale d'ornithologie? Non. Et pourtant... Ah oui. Ah, si c'est... Je ne sais pas si c'est cela dont vous parlez. Il y a des oiseaux. C'est ça? C'est ça. Des oiseaux dans des régions polaires qui, pour obtenir les faveurs de la femelle, leur offrent un caillou. C'est ça? Voilà. Un caillou très rare. Ah, c'est ça. Vous donnez aucune peine, on a conservé le document. Mais savez-vous que les oiseaux, que certains oiseaux, quand ils veulent s'accoupler avec une femelle, sont obligés chaque mâle fait un nid. Et la femelle choisit le plus beau nid. Oui. Ah, oui. C'est pas le mec qu'elle choisit, c'est le nid. Ça rappelle un peu nos femmes. Oui, c'est ça, j'allais dire. Elle regarde l'appartement. Et il y en a même des oiseaux au pôle Nord qui choisissent un caillou très rare. Oui. Ce caillou a la propriété de chauffer, ce qui dans ces régions glaciales était quand même important. Et pour baiser, le mâle se présente avec ce caillou. Et certaines salopes... Ah oui, des pingouins alors. Le caillou et foutent le camp. Oh là. Comme certaines putes sussommées. Oui, c'est pas possible. Et c'est un truc scientifique. Si on regarde la vie des animaux, on voit toujours le mâle en train de se battre. Oui. Et la femelle attendre le vainqueur pour copuler avec lui. C'est ignoble. C'est dégueulasse. J'avais un cousin qui avait un accent de Carcassonne, qui était un type extraordinaire, qui disait à mon père, Paul, il y a longtemps que le canari ne chante plus. C'est une expression très jolie pour dire ce qui se passait, quoi. Et votre canari, alors, il chante encore ou pas? Il pépille. Où il en est, le canari? Parce que ça remonte là déjà à un certain temps, hein. Il est toujours aussi serein. Ça, c'est du harcèlement, ça. Exactement. Enfin bon, vous vous y étiez prêté de bonne grâce à l'époque, hein. Parce que vous montrez pas votre petit oiseau à tout le monde, mais vous en parlez volontiers. Comme tout un chacun, hein. Pas tout le monde. Oui, il y a des pudeurs. Il y a des pudiques. Monsieur Bellemare n'a jamais mis en avant son petit oiseau. Parce qu'il a une richesse intellectuelle qui lui permet d'aborder d'autres sujets. Vous voulez que je parle de mon petit oiseau, ça vous fait plaisir. Oui. Qui s'appelle Diogène.
Et qui coûte combien? Non, surtout pas. Tu nous le fais à combien et en combien de mensualités? D'abord, qui a dit petit? Pourquoi vous dites petit? Ah non, mais ça, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Les grands, généralement, il est supposé qu'ils ont un oiseau qui n'est pas proportionnel à leur taille. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais 1m86, donc c'est vrai. Les basketteurs, si c'était proportionnel, je ferais Votre oiseau est plus petit, forcément. Oui, forcément. S'il avait votre taille pour marcher, ce serait pas commode. D'autre part, monsieur Philippe Bouvard, ici présent, prétend régulièrement, lorsqu'il s'agit de ce qui se situe au niveau de la ceinture chez moi, que j'ai un bandage herniaire. Vous êtes bien d'accord? Mais donc, je l'ai vu. Donc de là à supposer que j'ai également un suspensoire, il n'y a pas loin. Donc certains matériels de secours, qui sont difficiles à entretenir, je vous le dis très sincèrement, et que j'ai vendu donc dans un téléachat spécial, après 2 heures du matin, et je vous conseille de le regarder, c'est sur une chaîne du câble, voilà. Mais souvent, quand le canari s'est envolé, il reste que l'os de sèche. C'est vrai. Ce qui est jaune, qui pèse 100 kilos et qui est dans les arbres. Un canari, mais c'est une belle bête. Bonjour. Madame Fontaine demande quelle actrice et comédienne scandalisa-t-elle Byzance, qui devint d'ailleurs ensuite impératrice d'Orient? Théodora. Et comment s'appelait le monarque qu'elle avait épousé? Justinien Ier, à pas confondre avec Justinien II. Et vous savez le numéro qu'elle faisait, Théodora? Elle était à poil dans le cirque, elle se mettait des petits grains de blé dans le zizi. Et des canards venaient le picorer. Ah, des dents. C'est pas mal, hein? Ah oui, je comprends qu'il l'ait épousé, hein. C'est une bonne réponse de Jean Dutour. Diogène, quand un imbécile, quand il se mettait des petits grains quelque part, personne ne venait lui picorer, vous voyez? Toute l'expression vient mon petit canard. Ah ouais. Voilà. Mais elle était pire que Messaline. Non, parce que ça a été une excellente impératrice. Ça mène à toutes de s'exhiber dans le cirque avec des petits canards. Oui. Ah, je vais te picorer le coin-coin. Question de Madame Douchy. Quelle œuvre a pour sous-titre Les amours de 2 sauvages dans le désert? Ça doit être de Chateaubriand, ça, non? Oui. Et c'est pas Atala? C'est Atala de Chateaubriand. Et voilà. Voilà un très brillant doublé d'anniversaire. Bravo Jean Dutour, à demain. Il est fort, hein? Avec une grosse tête. Vraiment une grosse tête. Vraiment. Il y a une très jolie parodie de Atala dans Rebou et Muller qui s'appelle Troulala. Oui, dans les à la manière de. À la manière de, oui, formidable. Oui. Troulala. Ah oui. Voilà un bouquin qu'on ne trouve plus et qui est formidable. Chez les bouquinistes, on les trouve. Vous vous souvenez du pastiche de Tolstoï, Ivan la bibine au sous-off? Vous vous souvenez pas de ça? Oh. Et puis il y avait aussi un poème de Lucie de la rue Mardru. Oui. Il y avait un facteur qui s'appelait pas encore Besancenot et qui avait une petite fleur bleue qui lui poussait entre chaque doigt. Ah, c'était joli, hein. Très joli. Et les homards volant à l'entour des portiques, pour mieux y voir, enlevèrent leurs tricots. Et le pétrole assis sur le bord de la route regardait d'un œil torve et ne comprenait pas ses rebouts, mais à la manière de Mallarmé. Et pas mal, hein? Et le pastiche de Racine, ça commençait par 3 fois dans son sein le fer à represser. Il y a le retour d'E.T. C'est alors le caricaturiste a représenté Giscard, vous voulez dire, non? Giscard revient? Oui, bah oui, il cherche sa maison. Mais là, il dit, je viens pour le poste de pape. Et le gars qui lui ouvre lui dit trop tôt, mais si vous aimez les chapeaux, vous pouvez faire reine-mère en attendant. C'est joli. Ici, avec son doigt qui montre Jean-Marie Messier. Maison, maison. Tu as vu ça? Et alors Jean-Marie Messier dit, tu veux rentrer chez toi? Non, non, c'est toi. Rentre à la maison. Maison. À l'Élysée, qu'est-ce qui est considéré comme propriété personnelle du président, mais que l'usage oblige à laisser à son successeur? La cave, le papier hygiénique.
Non, Non, la cave. La cave, exactement. Ouais. La cave à vin et alcool. Que j'ai visité. Hein. J'ai eu la chance, moi, de la visiter, et parce que le grand sommelier m'a emmené la visiter. Et alors Et époustouflant, hein, je veux dire. Il y a des dizaines de millions. Des dizaines de millions de francs. Il y a des crus, mais insensés. Il y a des choses. Dans les bois jamais. C'est normal. Si, ils le font. Non, ils font boire des choses. Enfin, moi, je suis allé une fois, mais c'était bien. C'était pas mal. De ce côté-là, c'est bien. C'est très bien. Vous avez été invité une fois à l'Élysée. Oui. Par qui? 2 fois, pardon. J'étais une fois. Falière? Non. Non, ça c'est Michel. Une fois, c'était sous le président Mitterrand, et une fois sous le président Chirac, voilà. Très bien, vous êtes consensuel, c'est bien. Non, c'était pour un lieu artistique. Un repas debout ou assis? Assis. Ah, si, Moi, j'ai été 5 fois invité par M. Mitterrand. 5 fois? Oui, parce que comme je ne suis pas socialiste, il voulait me convaincre. Et j'étais avec des amis d'Abadi, Bedos, tout ça, et je le faisais un peu rire avec mes petites histoires. Et puis il arrive 3h moins le quart, je dis, Monsieur le Président, on va vous laisser, parce que vous avez autre chose à faire qu'entendre mes bêtises. Il me dit, non, je m'amuse beaucoup, la France peut attendre. Ça, c'est royal. C'est très joli. Et Chirac vous a pas invité? Non, jamais. C'est pas vrai. Moi, je l'ai invité chez moi. Ah bon. Et vous, Monsieur Balutin? Quoi donc? Jamais de... Vous me voyez arriver à l'Élysée en vélo. Attends, vous rigolez avec mes combats battus. Personne. Mais tu peux arriver à la mairie, par contre. Macha a été invité, hein? Une fois, oui, par Mitterrand, effectivement. Oui. Ah bah, c'est sûrement. On s'en doute. C'était très bon, d'ailleurs. Le souvenir, c'était absolument délicieux. Mais il y avait quoi, de couverts dans la chambre à coucher? Oui, et des grosses asperges. Non, j'étais pas son type du tout. La France n'a pas attendu longtemps. Et Monsieur Galabru? Oui, attention. Quand même. J'ai été invité par Monsieur Giscard. Ah bon? Et tu étais contrôlé le lendemain. Ah oui, c'était généralement... En général, c'est comme ça. Giscard. Et j'étais un peu quand même déboussolé, parce que c'est la première fois que j'allais chez les grands. Et alors, il y a eu un repas, très bien, très content. Et après le café, comme on était en vaqué dans les salons, je commençais à être très à l'aise, je commençais à déconner un peu, et il y a un huissier qui est venu me dire Monsieur Galabru, Monsieur le Président, je voudrais vous parler. Et moi, comme j'ai fait oh le con. Il était derrière toi. Non, heureusement. Et vous n'avez plus été réinvité? Ah non. Mais Michel Simon avait été invité par Giscard d'Estaing avec Marcel Carné, parce que c'était un hommage à Marcel Carné. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient venus, Gabin avait refusé, Arletty aussi. Et puis on attend Michel Simon à la sortie de l'Élysée pour avoir ses impressions. Alors il disait rien, il avait fait la gueule pendant tout le déjeuner, et puis il dit j'aime bien, c'est central. J'étais invité, il y a longtemps déjà, par Pompidou. Il avait une très bonne table. Et puis il aimait beaucoup les artistes. Oui, vous n'étiez pas libre ce jour-là, donc je vous remplaçais. Et Pompidou avait fait faire, pour les quelques personnes invitées ce jour-là, un repas du terroir, parce qu'il aimait les nourritures roboratives, et c'était vraiment délicieux. À la fin, il dit, je vous ai fait une surprise, j'ai demandé au chef de préparer une crème au chocolat. Alors là, j'ai eu un drame de conscience parce que 1 mois plus tôt, j'avais eu un empoisonnement très grave avec une crème au chocolat. Bon, et le médecin qui m'avait soigné et sauvé avait dit, écoutez, il y a vraiment une allergie que je comprends pas, mais qui est très forte. À votre place, je n'en mangerai plus de ma vie. Vous êtes chez le président de la République, il se prépare à vous servir lui-même une grande louche de crème au chocolat. Il voulait vous assassiner, il était au courant, c'est sûr, ça. Non, mais vous savez, je me dis, est-ce que je me sacrifie sur l'autel de la République? De la République, oui. Ou est-ce que je lui dis non, parce que je ne supporte pas, Monsieur le Président. J'aurais eu l'air complètement ridicule. Non, vous dites jamais, ça me fait péter. Alors donc, je le laisse me servir une grande louche. Bon, j'essaie de pas en manger. Mais il insiste. Il me dit alors. Alors il est bon. Comment vous l'avez trouvé? Ma crème au chocolat. Comment qu'elle est ma crème?
Je prends mon courage à deux mains, la cuillère de l'autre, et puis je mange ce qu'il m'avait servi. Et il dit, elle est bonne ? Alors, oui, elle est excellente. Eh ben, reprenez-en. Et je suis reparti en disant, ça y est, c'est la fin. Mon dernier jour est arrivé. Je vais rentrer chez moi. La France. Oui, mort pour la France. Et puis total, c'est passé comme une lettre à la poste. Ah ouais. Il y a une Bordelaise, là, qui s'appelle Marie-Josée de la Ruelle, et qui dit qu'elle est la fille de Marie-Gabrielle de Savoie et de Juan Carlos d'Espagne. Ah oui, je l'ai vu. On la vime. Oui, elle est pas bien belle. Hein. C'est trop tard, c'est trop tard. Ah oui, il y a prescription. Elle dit qu'elle a le regard des Bourbons, les glaçons aussi, hein, parce qu'elle est pas. C'est vrai qu'elle est pas jolie. Non, non. Ah oui, Heureusement que Montand avait un alibi là, hein, parce que. Oui, parce qu'il a beaucoup essaimé lui. Hein. Ah oui. Mais dans les candidats qui n'ont pas eu les 500 signatures, il y en avait une qui est passée un peu inaperçue. Moi, je suis tombé sur son site internet, elle était complètement piquée. Elle s'appelle, je ne sais plus comment, De Bourbon-Cody. Et c'est le nom qu'elle déclare. C'est Buffalo Bill, William Cody. William Cody, oui. Elle dit qu'elle est la descendante de Louis XVII. Alors qu'on vient de prouver très récemment par la science que Louis XVII n'a jamais eu de descendance. Et que Naundorf était un escroc. Que Naundorf était un escroc. Mais elle dit, elle vend des chevaux anglo-arabes et elle voulait être candidate à la présidence de la République parce qu'elle disait que la justice française était... Parce qu'elle a fait plusieurs procès. Ça Bourbon bout de boule, non? Non, c'est pas elle. Non. Elle n'a pas d'âne, elle a que des anglo-arabes. Alors, Auto Plus, qui est un magazine pour automobilistes. Moi, c'était un empereur allemand aussi. Il y avait Auto Premier, Auto 2 et Auto Plus. Saint-Empire germain. Refait avec les candidats à la présidentielle ce qu'il avait fait l'année dernière, non sans un certain succès avec les hommes politiques. Qui se fait dans les couloirs d'Auto Plus. Ils ont suivi pas seulement dans les couloirs d'autobus, mais dans les tunnels, sur les autoroutes et sur les nationales, les candidats. Et je dois dire que c'est pas joli. Le palmarès là est un peu inquiétant. Par exemple, Alain Madelin, il conduit lui-même, mais il a toujours son portable vissé à l'oreille. C'est pas prudent. Non, c'est pas bien. Et il roule à 110 en ville au lieu des 50 autorisés. Eh oui. Lionel Jospin a été surpris en train de griller 3 feux rouges. Oh là, mais ils ont des motards devant. Arlette Laguillet à 170 km sur l'autoroute. En vélo? Non. En Solex? Elle n'a pas de voiture. Non, elle a une mobilette. Elle a une mobilette. Chevènement à 100 km dans un tunnel. Ah bah, il s'en fout lui. D'où il vient, il peut pas y aller arriver. Robert Rue, remontant un couloir d'autobus. Ah bah ça C'est arrange bien, pas. ça a dû faire plaisir à Delanoë, ça. Noël Mamère à 140 alors que c'était limité à 90. Non, mais non, ils ont de C'est parce qu'il a cru que c'était vert. Et à chaque fois, ils conduisaient eux-mêmes ou c'était leur chauffeur? Ah oui, non, c'est le chauffeur. Non, parce que moi, j'ai vu il y en a plusieurs qui conduisaient eux-mêmes, il y en a d'autres qui avaient des chauffeurs. hier, il est passé à la télé, il faut qu'il se dépêche, il était à 170 pratiquement, sur l'autoroute. Hein? Allez, mais c'est pas lui qui conduit. Et Jacques Chirac, on n'en parle pas? Non, alors si, on en parle pour dire que lui est extrêmement respectueux du code de la route. Et Le Pen aussi, alors si je comprends bien. Si c'est Bernadette qui conduit, il faut pas qu'elle fasse d'excès non plus. Hein. Et moi, je la vois très prudente, Bernadette. Oui. Elle doit mettre son clignotant, à droite de préférence. Mais je la vois bien conduire. Alors, dans cet esprit, Philippe, il y avait un truc très amusant. Le magazine de cinéma Première, le mois dernier, a demandé à tous les candidats de donner un titre de film à tous les autres candidats. Sauf le président Chirac a refusé de le faire en disant qu'il n'avait pas à faire ça. Mais tous les autres se sont amusés à ça. Alors, systématiquement, ce qui revenait pour tous les écolos, c'était Le bonheur est dans le pré. Évidemment, et un de ceux dont je me souviens qui m'a fait le plus rire, c'est quasiment tous au sujet de Bayrou disaient la grande illusion. Question de Monsieur Stéphane de Marseille. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire,
Quelle aventure arrive-t-elle à Mireille d'Arc, dans laquelle est également impliqué Pierre Richard? Ses cheveux dans la fermeture éclair de sa braguette. Oui, exactement. Mais là, vous êtes battu d'une très courte poitrine par Francis Perrin. Là, je veux bien. C'est pas grave, c'est un ami. Voilà. Les longs cheveux blonds de Mireille se prennent dans la braguette de Richard. Alors, il y a deux choses importantes dans ce film. Il y a évidemment ce gag-là, mais il y a surtout le derrière de sa robe. La chute de rein. La robe qui épouse magnifiquement la chute de rein et qui va juste en haut de la limite du sillon de ses fesses, quoi. Ah ouais. C'était magnifique. Et c'est à ce moment-là que Pierre Richard sort son grand violon, bien sûr. Et tu as fantasmé là-dessus. Ah oui. Oui, il s'est acheté la robe. Et tu as fait Diogène, donc. Qu'est-ce qu'on va chercher, mon petit Perrache, à Henri? Un piège à con. Un piège à con, exactement. C'était Francis Weber, qui a signé le dialogue et le scénario. Vous avez noté la place, ça apparaît quand on vous écoute, que tiennent les épouses des candidats dans la campagne actuelle. Énorme. Et même quelqu'un comme Sylviane, qui voulait pas y aller, elle y va. Alors là, on voit dans le Canard enchaîné Jospin qui présente son épouse au peuple et qui dit en maillot de bain, c'est autre chose que Bernadette. Il y en a une qui est en 2 pièces et l'autre en mono. Mais je voudrais faire remarquer la discrétion de notre camarade Jean-Marc Thibault, qui est le beau-frère. Et qui sera notre invité d'honneur la semaine prochaine. Et qui à aucun moment ne se targue d'être quand même le beau-frère. C'est vrai qu'on a connu des beaux-frères moins discrets. C'est vrai. Et d'ailleurs, le beau-frère auquel vous faites allusion dit beaucoup de mal de Jean-Marc Thibault. Oui. Et surtout de son beau-frère. Non, mais c'est à remarquer, parce que... Oui, mais il a dit, Jean-Marc Thibault, depuis qu'il est Premier ministre, nous nous voyons pas beaucoup. Hein. Oui, mais il n'en profite pas. Il est très discret, gentil. Ouais. Alors, il sera donc l'invité d'honneur des grosses têtes dans quelques jours. Nous, on parle assez peu. La campagne, pour les hommes politiques, elle coïncide avec les élections. Pour les artistes, et vous en faites partie, madame, messieurs, c'est toute l'année et c'est souvent toute la vie. Et ça ne s'oublie pas. Écoutez ce souvenir de Sim. Une fois, j'étais en train de dédicacer un de mes bouquins, et puis je vois une dame assez âgée, mais encore bien de sa personne, qui vient avec 2 petits garçons, enfin 10-12 ans. Et puis elle me regarde, elle fait « Bonjour Sim ». Je dis « Bonjour madame, quel est votre prénom ?»« Tu ne me reconnais pas ?»« Sinon, je vois pas. Henriette, voyons. » Oh, Henriette et tout. Et elle dit « Je te présente mes 2 petits-fils. » Et il y a l'un des petits garçons qui me fait à l'oreille « C'est vrai, on a lu dans ton livre que t'as failli te marier avec grand-mère ?» Bon, j'ai dit non, on était simplement amis, j'étais un peu gêné. Et le petit garçon me fait « Oh, bah c'est dommage, parce qu'on se serait moins emmerdé qu'avec grand-père. » Ah, quand on repasse 10, 20 ans après une tournée, il y a des surprises. Oui, ça arrive. Ça vous est arrivé, Francis? Non, parce que on m'aurait prévenu. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui est très personnelle. Pendant mon service militaire, j'étais en Allemagne et la nuit, j'étais dans le train, si j'ose dire. Et on gardait la caserne dans une guérite où il faisait très très froid. Et on nous mettait 2 pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et j'avais 17 ans parce que je m'étais engagé et j'ai eu quelques aventures dans la guérite. Le temps passe et je vois arriver un garçon à Bourges qui vient me voir dans la puce à l'oreille et il vient... qui dit vous avez bombé la guérite à maman. Non, il vient avec assez fort comme ça avec sa femme qui était pareil que lui 1m80 et 5 filles qui avaient 18, 15 et 20. Et il me dit je te présente ma femme, mes filles. Alors je dis madame là. Et il me regarde et il me fait un clin d'œil, il me dit tu te rappelles la guérite? Sans blague. J'ai été glacé. Oh là là, dites donc.
Il avait fait 5 filles, dites donc. Faut du tempérament parce qu'une guérite, c'est pas large. Hein. C'est pour ça que devant les ministères, c'est des guérites translucides. Oui, j'ai remarqué. En vert. Non, il faisait très froid à Baden-Baden. Tu m'étonnes. Et vous, monsieur Balutin, pas de souvenirs? Moi, j'ai eu, quand il y avait l'émission de Sabatier, vous savez, où on retrouvait les copains de collège, la vie de recherche, le dernier jour, il y avait tout le monde se réunissait sur le plateau, il y avait une espèce de fiesta, et pareil, j'ai une dame qui est arrivée, avec un grand garçon de 20 ans, grand et tout, elle m'a fait bonjour, William. Il y a très peu de gens, pratiquement personne ne m'appelle William, qui est mon vrai prénom. Alors, elle me fait Alger. Je fais merde, je peux pas avoir fait un garçon comme ça, il serait plus vieux que ça quand même. Et c'était une dame que j'avais connue. Bibliquement? En Algérie, mais depuis, le temps avait passé et je l'ai pas bien reconnue, vous voyez. C'était un peu, les histoires de Sim, elle était un peu vieillarde. Mais j'ai eu peur. J'ai eu une espèce de petit choc quand même. T'as par fait les rapport à Djebel, l'enfant, quoi. J'ai eu un truc un peu comme ça. Il y a une certaine époque où je faisais une émission qui s'appelait 40 degrés à l'ombre, où on était sur les plages. C'était oui, l'été. plutôt dévêtu, hein. Oui, bah, il y avait même une séquence d'anthologie qui s'appelait le jeu de la séduction. Comment vous voulez lutter? Et puis si vous êtes un peu consciencieux de votre métier, vous vous occupez personnellement du casting d'une séquence comme ça. On peut pas déléguer aux autres. Et je me souviens que l'année d'après, il y a une jeune fille que j'avais un peu connue l'année précédente qui vient me voir et qui elle avait un petit peu manigancé son truc exprès et elle arrive avec vraiment un bébé, quoi, un bébé d'1 an, genre un peu gêné, genre n'osant pas approcher. Et puis à un moment donné, évidemment je l'avais reconnue, évidemment elle venait un petit peu pour ça. Et puis elle me dit écoute, est-ce que je peux te voir 2 minutes, mais vraiment seule, quoi, en dehors de ton assistante. Ça sent mauvais cette affaire-là. Et puis elle me dit ça me fait tellement plaisir de te présenter ma petite sœur. Ah. J'ai quand même eu un petit frisson, je peux vous dire. La question suivante va vous être posée par un très jeune auditeur. Il a 11 ans, il s'appelle Sofiane Bouchibi, il est élève de CM2 à Sevran. Bonjour Sofiane. Bonjour. Alors, quelle est la question que tu veux poser aux grosses têtes? Alors, je sais que vous êtes de très grands séducteurs et je voudrais savoir comment est-ce que je pourrais séduire mon amoureuse. Tu voudrais séduire une petite copine? Voilà. Ah, elle est jolie? Oui. Elle a quel âge? 11 ans. 11 ans, comme toi. Eh ben, t'imites un bruit de billet de banque, elle va venir. N'écoute pas Jean-Jacques Perroni, dépoétise tout. C'est vrai qu'avec le physique qu'il a, il faut des billets de banque. Mais toi, t'es très jeune, tu dois être joli garçon. Non, hein? écoute-la. Écoute-la. Alors écoute ma Chaméril, elle va te donner un conseil de femme. Elle va te parler et toi tu te tais, tu l'écoutes. Avec beaucoup de gentillesse, tu fais semblant que ça t'intéresse énormément ce qu'elle dit. Voilà. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Katia. Katia. Tu peux lui écrire un poème? Oui. Un poème? Oui. Vous pouvez lui faire un petit poème? Je n'aime que toi. Je suis en émoi. Je compte jusqu'à 3. Me voilà. Ah oui. Ah ouais, ouais. C'est bien. Oui, en plus, on perd pas de temps avec ça. Hein. Est-ce que t'es rigolo en classe? Un petit peu. Un petit peu. Alors, bah, tu continues avec elle. Hein. Ça va marcher très fort. Faut la faire rire. Ouais. Il n'y a aucun souci. Hein. Et est-ce que tu as un 2 roues, une mobilette, un truc comme ça? Parce que ça, elles aiment bien. Un vélo? Un vélo. Il a un vélo à 11 ans. Un tandem, oui. C'est un vélo d'homme? Ouais. Oui. Il y a un cadre? Oui. Fais-lui faire un tour en la mettant devant. D'accord. Voilà. Bravo Sofiane, et on te souhaite une belle réussite à la fois dans tes amours mais aussi dans tes études. Dernière citation soumise par Monsieur Chassieux. Qui habite Lisieux. Qui a dit: j'ai si peu de chance dans la vie que si j'étais un des triplés de Raquel Welch, je serais celui qui a l'élève au biberon. Woody Allen. C'est Woody Allen. Eh ben, c'est une bonne réponse collégiale. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier jour, mais rassurez-vous, il y en aura ensuite beaucoup d'autres de cette semaine exceptionnelle anniversaire. À demain. Bravo.